Eh bien, bonjour à tous et surtout, bienvenue à l'APVSA Digital Wine Fair. Mon nom est Pascal Fernand, je pense que vous me connaissez tous. Je vais vous faire une capsule quotidienne, notamment pour aider les vignerons à prospecter durant cette période de salon et après la période de salon. Alors, depuis une vingtaine d'années, je fais ce travail. J'ai aidé un petit peu plus de 200 vignerons, négociants et caves coopératives à s'installer sur le marché de l'Amérique du Nord. En parallèle, j'ai aidé aussi un petit peu plus de 200 étudiants des grandes écoles de commerce françaises à apprendre à vendre le vin en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, eh bien, je vais tenir cette conférence pour vous expliquer à vous, chers amis vignerons, comment prospecter. Alors, si on regarde ce qui s'est passé avant la Covid, la vie était complètement différente. Je ne vous apprendrai rien là-dessus. Au niveau de la prospection, on participait et on organisait des salons, des rendez-vous, on faisait de la prospection par mailing et à force de frapper, eh bien le clou finissait par rentrer dans la planche. On peut dire qu'il fallait être là au bon endroit, au bon moment et rencontrer eh bien la bonne personne. Le facteur chance, il faisait pour beaucoup, mais à force de lancer des lignes, on finissait bien par y arriver. Et on peut dire que 70% des gens qui m'accompagnaient signaient des contrats dès leur premier voyage et l'autre 30% devaient revenir une deuxième fois, parfois une troisième fois, parfois même une quatrième fois. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait des problèmes de langue, des problèmes de préparation, le suivi commercial qui n'était pas à la hauteur, l'offre d'accompagnement qui n'était pas parfaite, le manque de préparation pour certains, des clients qui passaient pas au financement non plus, la stratégie qui n'avait pas été bien élaborée. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que 30% pour ces raisons-là n'arrivaient pas à rentrer. Mais quand même, 70% y arrivaient bien. Alors, les acheteurs étaient super contents puisqu'en fait, tous les 4 mois, on leur apportait sur un plateau d'argent des produits qui avaient été préalablement testés donc par des importateurs la plupart du temps à New York qui me disaient oui ou non, tu prends ou tu prends pas. Donc, j'arrivais souvent avec des produits qui faisaient mouche. On provoquait les rencontres, ça marchait, et puis quand les gens voulaient pas nous rencontrer, eh bien il fallait tout simplement parfois montrer patte blanche. Comment montrer patte blanche? Avec des étiquettes performantes, avec des produits qu'ils recherchaient, et puis aussi avec de très bonnes récompenses. Les récompenses, ils font pour beaucoup. Vous savez que parfois, les gens font plus confiance aux médailles qu'à leur palais. Et c'en est bien dommage, mais que voulez-vous, c'est la vie. Alors, les méthodes de prospection étaient diverses et variées. J'ai parlé avec les très très bons vendeurs et je leur demandais comment ils faisaient pour signer autant de contrats. Quand ils venaient avec moi, les meilleurs me disaient, écoute Pascal, l'APVSA n'est pas une fin en soi pour nous, c'est un moyen. C'est un moyen qui nous permet d'atteindre les acheteurs et de les rencontrer et ensuite de leur vendre nos vins. Alors, quand ils téléphonaient ou quand ils envoyaient une lettre aux acheteurs, ils disaient écoutez, voilà, nous sommes avec la PVSA, on passe dans votre ville, on pourrait se rencontrer. Mais jamais ils disaient voilà, j'ai ce produit-là à te vendre. Non, non, non. Et puis d'autres aussi, très malins, me disaient avec leur accent du sud de la France, Pascal, quand on peut pas rentrer par la porte, on rentre par la lucarne. Et effectivement, j'en ai vu beaucoup rentrer par la lucarne parce que vous vous en doutez, on ne vous attend pas les bras ouverts sur ce marché. Il y a déjà beaucoup de monde qui est installé et beaucoup de monde qui veulent rentrer. Alors quand je parle de la lucarne, je parle de toutes sortes de techniques, c'est-à-dire que vous rentrez via des sommeliers dans des clubs privés, vous allez rentrer dans des associations, bref, tout ce qui est autour et qui fonctionne bien. Alors, il y avait bien évidemment la loi des 3 tiers, notamment aux États-Unis, qui était bien respectée, importateurs, distributeurs et aussi détaillants. Mais de plus en plus d'importateurs avaient aussi une licence de distribution et on voit même des importateurs qui ont une licence de distribution, mais qui ont aussi une licence de vente au détail. Et puis, il y avait et il y aura encore de plus en plus des vignerons qui s'importent eux-mêmes. C'est-à-dire que leur stock est déjà, notamment aux États-Unis ou au Canada, et leur job consiste à promouvoir leurs produits. Il fallait innover, évidemment, parce que si vous n'innovez pas, vous restez sur le côté. Donc, des innovations qui parfois peuvent vous choquer, mais qui fonctionnent bien aux États-Unis. Je pense notamment aux canettes, aux bouchons à vis, aux bag-in-box, aux tétras, bref,
tous ces nouveaux emballages et puis les magnums qui fonctionnent bien aussi. Bref, les gens y arrivaient relativement bien. Aujourd'hui, tout ça, c'est chose du passé. Tout a changé. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la consommation. Elle a même, comme vous le savez, je ne vous apprendrai rien, augmenté. Par chez nous, on parle de 40% plus de ventes. Il faut dire que les gens restent à la maison, ils ont le temps de déguster. Et les gens dont les vins étaient déjà en vente ici avant que la Covid arrive, ont fait des affaires en or. Vous êtes nombreux à me dire, Pascal, j'ai jamais vendu autant de bouteilles que cette année. Et puis, tant mieux pour vous, hein. Le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres. Alors, aujourd'hui, il faut quand même s'adapter à la consommation, s'adapter au marché, c'est-à-dire qu'on vend en ligne, on fait des dégustations virtuelles avec les acheteurs, on fait des publicités sur les réseaux sociaux, on organise des salons virtuels, on fait même des livraisons sans contact, et tout l'argent qu'on mettait dans les déplacements, on la met maintenant sur les réseaux sociaux, on la met sur des stocks tampons qu'on envoie pour prospecter efficacement, pour que les vins soient là quand l'acheteur est intéressé, qu'on prenne pas le temps d'envoyer des bouteilles et ça prenne 3 semaines. Les boutiques explosent littéralement. Les riches se sont déplacés. Les riches ne restent plus en ville puisque c'est très contaminé en ville. Donc, ils vont tous en région. À titre d'exemple, on peut dire que des zones d'achalandage se sont carrément déplacées. Prenez par exemple les gens de Manhattan. Lorsque la Covid est arrivée, beaucoup de ces gens-là sont allés dans leur résidence secondaire, dans le Maine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, toutes les boutiques de vin dans le Maine ont explosé leurs ventes. Et je vous parle de grands vins de Bourgogne, là, des Meursault, des Chassagne, des grands vins de Bordeaux. Les gars n'ont plus une bouteille. Donc, ça a marché super bien, mais on peut dire que les zones géographiques ont un petit peu bougé. Beaucoup d'importateurs en ont profité et on les comprend. Même actuellement, je vois des importateurs de New York qui descendent pour vendre à Miami. Pourquoi? C'est pas compliqué. Les terrasses sont ouvertes à New York avec les restaurants, mais qui veut manger en plein mois de janvier sur une terrasse à New York? C'est quand même un petit peu froid. Alors, si les boutiques explosent, si les importateurs agrandissent leur territoire, les restaurants, eux, ils trinquent quand même un petit peu. Et là encore, je ne vous apprendrai rien. Vous savez que le télétravail ici est devenu vraiment normal. On boit à la maison, donc on boit peut-être un petit peu plus. Vous avez vu qu'on vend beaucoup aussi de bag-in-box. On m'a expliqué pourquoi, c'est parce que quand le monsieur boit un petit peu trop, bien madame ne s'en rend pas compte puisqu'on ne voit pas le niveau de la bouteille baisser. Ils sont vraiment malins ces consommateurs. Et puis, on fait beaucoup de ventes en ligne. Là, c'est pareil, ça marche super bien. Alors, maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement commercial. Ce qui se passe, c'est que comme vous êtes nombreux à vouloir vendre votre vin en Amérique du Nord, il faut arriver déjà à digitaliser vos affaires, à les affiner et surtout à avoir un petit peu de stock sur place, à mon avis comme un stock tampon pour que vous puissiez envoyer des échantillons. Alors vous allez faire des visites commerciales sur Zoom, comme je vous le disais avant, vous faites votre publicité sur Instagram, vous allez faire des concours avec vote électronique, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas changé, ce sont les primes, l'argent, les médailles, les échantillons et puis la consommation qui, comme je vous le disais, a augmenté. Alors, c'est là-dessus qu'il faut travailler aujourd'hui parce que, à qualité égale, lorsqu'on parle de vin, l'acheteur va choisir l'offre commerciale qui répond le mieux à ses attentes. Aujourd'hui, lorsqu'un acheteur me pose des questions et qui veut savoir un petit peu à quoi s'attendre avec ce vin-là, eh bien, il faut lui parler de commission, de bonus supplémentaires évidemment, de cadeaux qu'il peut remettre à ses clients, de déplacements lorsque la Covid sera finie pour que le vigneron fasse une petite tournée avec lui, de publicité sur les réseaux sociaux, des concours, des échantillons, des dégustations sur place lorsque ce sera possible, des réunions avec les acheteurs, ce qu'on appelle des wine dinners, peut-être des recettes, des techniques pour accompagner le vin, de nouveaux formats de bouteilles, comme je vous en avais parlé. Alors, ça va de la canette jusqu'au magnum. Et puis, à mon avis, il faut quand même pouvoir tirer profit de cette situation. C'est ce que vous allez faire en suivant quelques-uns de mes conseils, si vous le souhaitez. Puisqu'il y a de belles opportunités en ce moment pour la prospection. Vous pouvez
pourquoi pas organiser une fois par semaine une journée que vous allez appeler la journée export. Faites donc ça le mercredi ou le jeudi, ce qui vous laisse lundi et mardi pour relancer un petit peu tous vos prospects. Et ce que vous faites, vous descendez dans votre cave, enfin si vous avez un bon accès à Internet, sinon vous allez au-dessus, et puis vous ouvrez une bouteille, vous invitez tous vos prospects, qu'ils soient du Japon, de l'Allemagne, de la Chine, même de la France, du Canada, des États-Unis, et lorsque vous ouvrez la bouteille, eh bien vous ouvrez la bouteille pour tous ces prospects. Et là, c'est magique. Parce que vous n'avez plus besoin de vous déplacer, vous n'avez pas besoin de dépenser des milliers de dollars, vous êtes chez vous, donc vous recevez à domicile, c'est quand même plus confortable, vous êtes dans votre zone de confort, et puis vous ouvrez la bouteille et vous vous entretenez avec tous ces acheteurs. Alors pourquoi pas organiser une journée export, peut-être une semaine sur 2 pour vous laisser le temps de prospecter. Il faut se réinventer, il faut sortir du lot. Maintenant, vous allez me dire, ouais, Pascal, t'es bien mignon avec tes idées, mais comment qu'on fait pour trouver des fichiers? Ça nous prend des nouveaux prospects, etc. Alors, comme c'est compliqué de trouver des fichiers, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, allez sur les sites internet de producteurs de vin qui sont très renommés. Et en général, ces producteurs sont contents d'annoncer sur leur site internet les boutiques ou les distributeurs qui vendent leur vin. Donc, vous allez sur leur site et vous prenez toutes les adresses et vous communiquez avec ces gens-là. Vous êtes certain que ces gens-là sont crédibles. Maintenant, il va falloir décrocher le téléphone. Et là, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est bien beau de donner des conseils, mais lorsque vous allez devoir prendre votre téléphone, dites-vous déjà que les gens ne répondent pas au téléphone ici. Pourquoi? Parce que avec les afficheurs, lorsqu'ils voient que c'est un appel qui vient d'Europe, ils se disent bon, ça c'est un vigneron, il va me tenir la jambe pendant une demi-heure et pendant ce temps, je vends pas de vin. Donc, vous allez devoir laisser beaucoup de messages. Faites des scripts très courts. Ne faites pas des scripts trop longs parce que les gens ne vous écouteront pas. Donc, il faut que vous ayez quelque chose de super intéressant à leur dire au téléphone. Votre fameuse offre commerciale. Et puis, une petite lettre d'accompagnement qui va suivre l'appel téléphonique. Alors, qu'est-ce qu'il veut entendre, en fait, cet acheteur-là que vous allez solliciter? Bien, peut-être une histoire qu'il peut raconter à ses clients pour vendre votre vin, l'avantage concurrentiel de votre vin. Il veut une étiquette qui fait vendre, il veut un prix qui fait vendre, il veut une histoire qui fait vendre. Il faut vraiment accompagner le produit et avoir un message clair avec les acheteurs qui, je vous rappelle, reçoivent des milliers et des milliers d'appels. Donc, il faut se distinguer et trouver un prétexte. Aujourd'hui, le prétexte, eh bien, c'est le salon virtuel. On les invite à venir à ce salon-là, mais demain, eh bien, ce sera autre chose. Comme vous le savez aussi, avec cette Covid, il va falloir adapter votre site internet au commerce électronique. Sinon, vous risquez de trouver le temps long. J'ai aussi beaucoup d'importateurs qui me disent « Écoute Pascal, ils sont bien mignons tes vignerons, mais beaucoup n'ont pas de site en anglais. Profitez de cette période pour faire un site en anglais. Sinon, les gars, ils vont pas prendre le temps de regarder. Comme ils sont sollicités de tous les côtés, ils y vont par question de facilité. Je vous l'ai dit, essayez de mettre un petit stock tampon dans les pays que vous prospectez pour que tout de suite, après la dégustation, vous puissiez envoyer des échantillons. On va en parler un petit peu plus tard. Avant d'envoyer des échantillons, il faut bien valider quand même la qualité de l'acheteur. On va faire une petite fiche et je vais vous montrer comment faire. Je voulais aussi vous parler des exclusivités. Alors, avant de donner une exclusivité, ce qui est important, c'est de mettre un volume en face, un volume minimal. Sinon, tout le monde va vous demander des exclusivités et dans le fond, vous allez bloquer des territoires pour quelques commandes. Donc, attention, faites un plan de mise en marché avec vos futurs acheteurs. Dans le plan de mise en marché, il faut mettre le message, les supports que vous allez utiliser, les moyens que vous allez utiliser et les objectifs que vous souhaitez atteindre. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont des sites en ligne, qui depuis une dizaine d'années, déjà on n'a pas attendu la Covid nous pour vendre les vins. Je pense à WTSO qui avait dévalisé les vignerons de la PVSA, notamment en Bourgogne et puis en Champagne. Et maintenant, dans toutes les régions, puisque ça concerne tout le monde, vu qu'on est un petit peu bloqué à la maison. Des sites comme Garagis, qui ont acheté beaucoup de vins. Et puis, tous les wine clubs, qui ont toujours encouragé nos vignerons bien avant la Covid. Maintenant, avant d'envoyer vos échantillons, lorsque vous aurez fait votre prospection, votre journée export, ou si vous participez actuellement au salon, il est important de demander
une espèce de petite fiche, vous montez une fiche gentille que vous envoyez à votre prospect. Quelle est sa zone de distribution? Quel est son portfolio, c'est-à-dire la liste des producteurs de vin avec lesquels il travaille, sa politique de paiement, sa politique d'exclusivité et sa force de vente. Et puis, vous allez lui demander qui va participer à la dégustation le jour où vous allez envoyer vos échantillons. Est-ce que ce sont des importateurs, des distributeurs, des restaurateurs, des agents commerciaux? Vous voulez savoir qui va être dans la salle. Vous voulez savoir aussi à quelle heure la dégustation se fera et quel jour pour pouvoir y participer. C'est comme ça que vous allez pouvoir parler à des prospects qualifiés. Alors, vous m'avez aussi posé pas mal de questions que je vais répondre aujourd'hui. Vous voulez savoir, certains d'entre vous veulent savoir comment fonctionne le marché canadien et ses appels d'offres. Alors, il faut savoir que ici, effectivement, on marche par appel d'offres. La commission est bien souvent inclue dans le tarif, notamment au Québec ou en Ontario. Et lorsque vous vendez, on va dire, votre produit 4 €, dedans, vous devez avoir inclus une commission qui est entre 10 et 15%, plus des frais de communication qui peuvent aller jusqu'à 10%. Vous pouvez aussi commencer en importation privée, ce qui fonctionne très très bien. Bon, en ce moment, il y a quelques petites complications, mais en règle générale, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi, je pense au Québec, embouteiller vos vins sur place. Ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que on sauve des frais, on a toujours le stock qui est sur place, donc on n'en manque jamais. Et puis, c'est un réseau qui est quelque part parallèle, puisque ce sont les réseaux des épiceries qui peuvent commercialiser votre vin. Mais attention, on ne met pas l'appellation. On peut mettre uniquement les cépages et le nom du vignoble dans ce cas-là. Voilà pour répondre un petit peu à vos questions. Vous vouliez savoir aussi le marché du Mexique. Alors, pour le marché du Mexique, c'est Odile Charny, notre grande spécialiste, mais je peux parler en son nom un petit peu, puisqu'elle nous explique régulièrement que pour prospecter au Mexique, c'est un petit peu comme en Asie, vous parlez avec les sommeliers et puis il faut boire un coup. Il faut boire un coup solide. Vous devez sortir avec eux. Il est hors de question d'aller à un rendez-vous au Mexique avec votre costume et faire votre rencontre pendant 20 minutes et sortir votre bon de commande. Ça va être beaucoup plus long que ça, croyez-moi. Ensuite, l'offre d'accompagnement commercial. Préparez-vous avant de téléphoner ou avant de solliciter les gens, une offre. Il y a quoi dans cette offre? Votre tarif, évidemment, un tarif régressif en fonction des volumes, peut-être leur proposer une formation client, formation sommelier, formation vendeur sur vos produits, leur dire que vous êtes prêt à faire des wine dinners, c'est-à-dire rassembler tous les acheteurs ensemble pour leur parler, ce qui est plus économique, participer à des concours, organiser des concours aussi avec vos clients, que ce soit des photos, des accords mets et vins, donner peut-être des accessoires, faire de la publicité sur les réseaux sociaux, faire des interviews avec des influenceurs, participer à des événements, avoir des caisses décoratives qu'on peut mettre dans les magasins, travailler les nouvelles thématiques, donc être toujours à l'affût de tout ce qui se passe. Et puis, je pense que c'est important aussi d'avoir un budget. C'est-à-dire que lorsque vous allez solliciter les acheteurs, eh bien, vous prenez cette somme que vous dépensez même en temps, que ce soit vos déplacements, les concours, tout le temps que vous mettez sur les réseaux sociaux, etc. Vous prenez cette somme, vous la divisez par le nombre de caisses que vous souhaitez vendre à cet importateur-là et ça vous donne un montant à la caisse. Et lorsque vous allez prendre votre téléphone et que vous allez parler avec cet importateur, à un moment, vous lui direz, écoute, moi, j'alloue 5 $ à la caisse, par exemple. Eh bien là, ils vont vous écouter parce que vous parlez le même langage. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de tout ça, mais si on doit résumer, n'oubliez pas qu'avant d'envoyer vos échantillons, vous allez demander le lieu de dégustation, le code des invités, c'est-à-dire importateur, distributeur, agent commercial, la date de la dégustation, son portfolio, le territoire qu'il couvre. Important aussi, vous êtes nombreux à me demander comment ça fonctionne pour les FDA lorsque vous débutez. Vous vous faites souvent approcher par toutes sortes d'organismes qui vous demandent des sommes astronomiques, genre 800 $ pour un FDA. Non, vous allez sur le site de la FDA et c'est gratuit. Ou vous demandez à nos transporteurs, je pense à Vignoble Export ou à Côte d'Or, pour une centaine de $, ils vont vous organiser un FDA. Voilà, c'était cette première conférence pour vous souhaiter
la bienvenue à ce salon. J'avais reçu une fiche aussi d'un importateur qui nous posait beaucoup de questions sur les produits et on voit un petit peu les préliminaires lorsqu'on veut vendre aux États-Unis. Alors, classique, il nous demande évidemment si les raisins sont produits par le vigneron ou si le vigneron va chercher les raisins ailleurs, si les produits sont déjà enregistrés aux États-Unis ou pas, l'objectif de vente, le budget qu'il peut allouer à la caisse et puis tous les accessoires, toutes les publicités qu'il veut faire. Donc, avant de prendre votre téléphone et de commencer votre prospection, eh bien, revisionnez encore ce film une fois, téléphonez-moi, je vous donnerai quelques recommandations pour pouvoir faire une sollicitation efficace. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon salon. Vous n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions. Et surtout, regardez encore cette vidéo, préparez votre script d'appel, préparez votre lettre qu'on appelle comme une suite à l'appel et vous allez voir, c'est la loi du nombre, ça va finir par fonctionner. C'était Pascal Fernand pour l'APVSA Digital Wine Fair. À bientôt.